Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Dans ce 13e épisode, on débarque à Pavia, en Italie. On vous emmène à la rencontre d'une figure de proue de la désobéissance civile. Qu'est-ce qu'une action radicale ? Est-il légitime de défier la loi pour servir le bien commun ? Comment et pourquoi utiliser la culture comme levier pour alerter sur le dérèglement climatique ? On apportera des éléments de réponse dans cette interview mêlant questions de droit, d'éthique et de philosophie. Il faut voir au-delà du recyclage et des brosses à dents en bambou. Le temps n'est plus aux petits gestes, mais à l'action politique. Ce n'est pas seulement un combat pour l'environnement qu'on doit mener, c'est un combat pour protéger l'espèce humaine entière. Parce qu'il faut comprendre que la crise climatique, elle engendre aussi une crise sociale et une augmentation de la pauvreté et des inégalités. Tout ceci devrait nous donner des raisons profondes pour rejoindre la résistance civile. Simone Ficiccia. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant il est l'un des activistes les plus connus d'Italie. En 2022, alors qu'il n'avait que 20 ans, ce jeune homme a collé sa main à la vitre d'un tableau célèbre, Le Printemps de Botticelli. Lui et Laura Zorzini, une autre militante du mouvement écologiste international Ultima Generazione, dernière génération en français, ont alerté les visiteurs et visiteuses sur la nécessité d'agir face à la crise climatique. Ils ne sont restés collés que quelques minutes à peine à la vitre avant d'être plaqués au sol par la sécurité. Mais les images ont fait le tour du monde. Vous les avez peut-être vus ou entendu parler d'actions similaires. Lancer de soupe en conserve sur un Van Gogh en Angleterre. Jet de purée sur un Monet en Allemagne. Sauce tomate sur un Vermeer aux Pays-Bas. Les actions de désobéissance civile non violente dans les lieux culturels se multiplient. Toujours sur une vitre et sans contact avec la peinture, précisons-le. Mais alors, comment est-ce que des jeunes comme Simone, l'un des anciens porte-parole du mouvement, actuellement membre de l'équipe logistique, en arrivent à ce type d'actions pour lesquelles ils risquent désormais la prison ? Et surtout, pourquoi ? Le regard profond, derrière les larges lunettes qui encadrent son visage anguleux, Simone nous répond. Just Stop Oil a été la première campagne de désobéissance civile à utiliser ce type de méthode. On s'est aussi inspiré du mouvement des suffragettes. Pour revendiquer le droit de vote, elles ont endommagé beaucoup de peintures et autres œuvres d'art. Nous, on a fait le choix de ne rien abîmer, mais on utilise ce type d'action choc pour relayer un message. Ces actions déclenchent beaucoup de réactions de colère. Alors on essaye de rediriger cette colère vers le gouvernement et les grandes entreprises qui investissent massivement dans les énergies fossiles. S'en prendre à l'art, c'est un prétexte pour attirer l'attention, pour rendre les gens plus conscients de ce qui est en train de se passer sur le plan écologique et social. Pour inciter le public à penser différemment, je crois qu'il faut tenter de militer différemment, en tant qu'activiste. Essayer d'aller plus loin que les marches, les pétitions et les mobilisations devant les sièges des grandes entreprises. Parmi ses autres actions marquantes, toujours en 2022, Simone a jeté de la peinture lavable à l'entrée du théâtre de la Scala à Milan. L'objectif était d'alerter sur la crise climatique, alors qu'un gala prestigieux allait se tenir dans le bâtiment le soir même, en réunissant des personnalités politiques nationales et internationales. La même année, le ministère de la Transition écologique italien a aussi eu droit à 2 ravalements de façade pour protester contre l'inaction climatique du gouvernement. Après encore 11 jours de protestation et 3 personnes en grève de la faim, le mouvement a obtenu un rendez-vous avec le ministre de l'époque, Roberto Cingolani. La rencontre n'a pas été particulièrement fructueuse, mais représente un symbole fort, médiatiquement parlant. En tout cas, ces actions de désobéissance civile ont valu à Simone beaucoup de démêlés avec la justice. À commencer par une demande de surveillance spéciale émise par le commissariat de Pavia, pour menace à la sécurité publique. Une mesure préventive qui le qualifiait de danger pour l'ordre social et voulait l'assigner à résidence. Il s'est opposé à cette demande et la Cour de Milan lui a donné gain de cause en janvier 2023.
Malgré cette victoire, l'événement inquiète le milieu militant. La demande de surveillance spéciale formulée par la police est très critiquée, car c'est censé être une mesure exceptionnelle créée à l'origine pour lutter contre la mafia. Or, elle est de plus en plus utilisée contre des activistes. On parle d'une criminalisation croissante des mouvements écologistes qui se reflète notamment dans des expressions comme éco-vandale en Italie. Parce qu'on pourrait les appeler au fond des écolos-terroristes. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. L'écoterrorisme. Militants éco-terroristes d'ultra-gauche. En France, on entend beaucoup parler d'éco-terroristes ou de terroristes verts, des termes forts employés pour qualifier des militants qui, a priori, ne tuent personne. Et cette criminalisation, elle se traduit aussi par un durcissement de la loi. Depuis février 2024, il est désormais possible d'infliger une amende d'entre 20 000 et 60 000 euros pour toute personne qui ferait, je cite, un usage inadapté des œuvres d'art. Avec, en prime, jusqu'à 5 ans de prison et la possibilité d'une arrestation immédiate. Simone Ficiccia et 4 autres activistes d'Ultima Generazione en ont fait les frais. Ils ont reçu une amende de 20 000 euros pour avoir partiellement couvert la vitre du printemps de Botticelli, oui, encore cette peinture, de photos d'inondation en Italie. Une action qui n'a, à nouveau, occasionné aucun dégât sur le tableau. Mais alors, pourquoi les actions de Simone Ficiccia et du mouvement auquel il appartient provoquent une telle levée de boucliers, au point de l'assimiler à un mafieux ? Je crois que l'humain tient plus aux œuvres d'art des musées qu'à la terre qu'il a sous ses pieds. Pourtant, c'est les deux qu'il condamne en ne faisant rien contre la crise climatique. L'art et la nature sont intrinsèquement liés. Chaque année, la pluie devient de plus en plus acide, ce qui détériore de plus en plus tous les monuments, les œuvres d'art qui habitent nos squares, nos rues, mais les restaurations coûtent cher. Les musées sont donc obligés d'élever le prix du ticket d'entrée pour compenser. C'est un cercle vicieux. L'objectif, en tout cas, ce n'est pas d'opposer nature et culture, mais de montrer qu'on est en train de détruire les deux en même temps, en sous-estimant l'importance du vivant en général. On pourrait aussi citer l'exemple de Venise, une ville-musée gravement menacée par la montée des eaux. Bref, on comprend à présent mieux les motivations de Simone Ficiccia. Mais on se demande quand même pourquoi il a choisi la désobéissance civile parmi toutes les manières de militer. Pourquoi ne pas avoir opté pour des actions plus tranquilles, moins risquées ? Les scientifiques sont formels. On a très peu de temps pour stopper la crise climatique et cesser d'investir dans les combustibles fossiles. On aurait déjà dû le faire il y a des années. Au point où on en est, ce qu'on décide aujourd'hui et dans les quelques années à venir aura un pouvoir immense. Celui de sauver ou non la vie de milliards de personnes ou de leur éviter de migrer pour des raisons climatiques. La désobéissance civile non violente peut produire un changement social rapide, adapté à l'urgence et à la gravité de la situation. Ça va faire une trentaine d'années qu'on multiplie les grèves pour le climat et autres actions. Les gouvernements, eux, se réunissent chaque année dans des COP, des conférences des partis pour le climat depuis 1995. Et pourtant, on n'a toujours pas obtenu de véritables réponses de la part des politiques pour déterminer qui doit prendre la responsabilité de la crise climatique et agir. Il me semble qu'on devrait changer notre façon de penser l'activisme. Ultima Generazione et le réseau A22 dont on fait partie sont en train de changer quelque chose dans les modes d'action du militantisme. Je ne sais pas si la désobéissance civile est la meilleure façon de faire, mais ce que je cherchais quand je suis rentré dans l'activisme, c'est de faire évoluer l'opinion des gens, et je constate que c'est le moyen le plus efficace. Il en va de même dans beaucoup de médias, qui n'hésitent pas à présenter Simone et ses comparses comme des éco-terroristes, à l'instar du quotidien conservateur Il Foglio. Alors, quand on constate à quel point le sujet est clivant, on demande à l'activiste « Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se montrer si radical ?» entre guillemets. Le véritable extrémisme, je pense, c'est plutôt de continuer à investir dans les hydrocarbures en 2024. C'est quelque chose que l'IAE, l'Agence internationale de l'énergie, a déjà entériné il y a 3 ans. Idem, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a rappelé la même chose. Les radicaux dangereux ne sont pas les activistes, mais les gouvernements qui continuent d'investir dans les énergies fossiles. Nos méthodes s'inspirent aussi de la situation d'autres pays. Par exemple, si tu vis près de la forêt amazonienne et que des grosses entreprises américaines ou européennes menacent de s'emparer de tes terres, tu n'as pas vraiment le luxe de participer à des marches légales. Quand toute ta vie est menacée, tu es prêt à donner la tienne pour protéger ce que tu as de plus cher. Nous, on reste dans la désobéissance civile non violente pour des raisons éthiques évidentes, et aussi parce que ça nous semble plus efficace. On a envie de blesser personne, mais on pense que la radicalité est nécessaire et proportionnée par rapport au danger actuel.
Je dirais même que la situation exigerait que nous soyons encore plus radicaux. Simone le souligne lui-même. Les actions d'Ultima Generazione et autres mouvements similaires déclenchent beaucoup de réactions de colère et d'incompréhension parmi le public. C'est ce qui arrive quand on élève mal ses enfants. Il faudrait leur couper les mains pour pouvoir les retirer du tableau en toute sécurité. Enfermons-les dans des cages et laissons-les essayer de se décoller tout seuls en mangeant leurs propres bras. Pauvre idiot! Heureusement que ma fille n'est pas comme ça, sinon je l'aurais déshéritée. Quelle honte! Quel crétin! Je leur mettrais bien quelques gifles. Quand on regarde les commentaires, sous la vidéo qui montre les activistes coller leurs mains sur la vitre du Botticelli, c'est un festival d'insultes, toutes plus véhémentes les unes que les autres. On demande à Simone si ça n'en devient pas contre-productif, finalement, de militer d'une façon aussi peu comprise par une partie du public. À cela, il rétorque que ces actions chocs permettent de gagner du temps d'antenne, de générer de l'attention. Certes, il dénonce la tendance des médias à déformer leur discours, mais il estime cette médiatisation essentielle, quand bien même elle lui vaut de recevoir beaucoup de haine. En fait, pour lui, l'enjeu de la désobéissance civile, c'est d'attirer l'attention en menant des actions choquantes sur la forme pour mieux intéresser les gens au fond. Il ne s'agit pas juste de manifester quelques minutes devant une peinture, mais de chercher à créer un changement systémique en poussant pour l'adoption de mesures concrètes. Simone nous présente l'une de ces mesures. Je pense que nos actions fonctionnent car nos demandes émergent de plus en plus dans l'espace public. On reçoit un nombre croissant de réactions négatives, mais en même temps, on a aussi davantage de gens qui soutiennent nos actions. C'est le jeu quand on touche à des sujets aussi sensibles que l'art pour forcer les gens à réfléchir à la situation climatique. On porte des réclamations très spécifiques dans lesquelles tous les Italiens peuvent se reconnaître. On demande par exemple au gouvernement de débloquer un fonds de 20 milliards d'euros au niveau national pour réparer les dommages causés par les inondations, les épisodes de chaleur extrême, les feux de forêt et toutes les autres conséquences du dérèglement climatique. Nous, on considère que ce n'est pas aux citoyens, aux familles de payer les pots cassés. C'est le gouvernement qui doit réunir cet argent pour les populations. Ce discours, on le porte avec une voix puissante, puisque quand vous bloquez une route ou que vous payez un monument, vous devenez difficile à ignorer. Les gens sont obligés d'entendre ce que vous avez à dire. Avec cette méthode, on dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, mais n'ont pas le courage d'assumer à travers des actions publiques et médiatiques fortes. C'est pour ça qu'on est réprimé, qu'on reçoit des charges, des mesures préventives. Le gouvernement a peur que plus de personnes nous rejoignent pour faire entendre ce type de revendications. Pour le moment, Ultima Generazione a obtenu 2 rendez-vous avec le ministre actuel de la Transition écologique et l'ancien. Ils ont aussi rencontré le chef du groupe parlementaire Fratelli d'Italia. Aucun de ces échanges n'a abouti à des engagements concrets. La position du gouvernement italien est la suivante. On comprend vos demandes, mais il y a plus urgent, et on ne pourra rien faire tant que vous emploierez ces méthodes. Une posture qui, selon Simone Ficiccia, est simplement une excuse pour ne pas agir. Dans les médias, les portraits de Simone varient. Certains le qualifient d'éco-terroriste violent, quand d'autres l'infantilisent en s'appuyant sur son âge, comparant lui et les autres militants à des enfants qui feraient un caprice. Loin de ces stéréotypes, il nous semble avoir devant nous un humain bien plus complexe. Un militant écologiste, certes, mais aussi un musicien passionné de guitare, de saxophone et de jazz. Il a publié en avril un ouvrage ironiquement intitulé « L'éco-vandale », dans lequel il raconte son parcours et son rapport à la désobéissance civile. Avant de s'y engager à temps plein, Simone était étudiant en histoire, passionné par la période médiévale. Il rêve de devenir professeur dans cette discipline, mais a choisi d'arrêter temporairement ses études il y a 2 ans pour dédier tout son temps libre à la lutte. Car si le jeune homme a beaucoup de projets pour son avenir, il craint qu'avec la crise climatique, il n'y ait bientôt plus aucun avenir possible pour les réaliser. Oui, j'ai peur. J'ai beaucoup de charges à mon encontre et beaucoup de procès qui m'attendent dans les prochains mois et les prochaines années. En 2 ans, j'ai participé à presque 50 actions et chacune de ces actions génère des charges qui conduisent à des procès. Ma liberté est en jeu. La possibilité de finir en prison les prochaines années me paraît de plus en plus réaliste. Et il y a beaucoup d'autres militants dans ma situation. C'est terrifiant. Mais aller en prison et subir la répression policière, ça me semble toujours plus acceptable qu'un futur dévasté par la crise écologique. L'Italie, c'est l'un des pays les plus vulnérables au dérèglement climatique. 20% de nos sols risquent la désertification.
C'est terrible, pour un pays dont l'économie est majoritairement basée sur l'agriculture. Imaginez que peut-être un jour je devrais migrer, quitter ma terre si elle devient inhabitable. C'est bien plus désolant que moi qui arrête mes études un moment pour m'engager de la manière qui me semble la plus efficace. Notre futur collectif m'effraie plus que mon avenir personnel, plus que la prison. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode, vous avez découvert le combat de Simone Ficiccia, un activiste qui défend l'usage de la désobéissance civile pour alerter sur les menaces qui pèsent sur le vivant et appeler à un véritable changement politique. Dans le prochain épisode, on ne parlera plus d'énergie militante, mais d'énergie tout court. On vous présentera une technologie inédite qui permet de générer de l'électricité à partir de plantes. Oui, vous m'avez bien entendu, il y a tout un potentiel secret dans votre jardinière. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous à Éveille ta ville. Et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, 5 étoiles ou un commentaire pour nous le faire savoir, suivant la plateforme que vous utilisez. Pensez aussi à recommander le podcast à vos proches qui cherchent comment agir pour la planète et la société. Enfin, pour découvrir les photos du reportage que vous venez d'écouter et encore plus de contenu exclusif, visitez notre Instagram @aether.narratio, aether.nawratio. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.